Nous sommes au pied du Mont Blanc, dans une région qu'on appelle le Beaufortain. Et vous allez voir que l'histoire géologique exceptionnelle de ce relief lui a permis de devenir une sorte de grand jardin perché dans la montagne. Ici, les Savoyards ont toujours pratiqué l'agropastoralisme. Dans ces alpages pousse une herbe grasse, riche en nutriments pour le bétail. Cette particularité du Beaufortain s'expliquerait par la nature de son sous-sol. Éric Pili est géologue et directeur de recherche au laboratoire naturel de Roselande. Aujourd'hui, avec une étudiante, il effectue des prélèvements. À cet endroit, la roche sur laquelle repose la terre est facilement accessible. Alors là, on va prendre la direction de la Fleurmont. Sophie, nord 100. Bon Eric, arrête de taper, faut que tu m'expliques un truc. Dis-moi Raphaël. Alors il paraît que la chance du Beaufortain, c'est ce caillou. Faut que tu m'expliques ça. Exactement Raphaël, ce caillou tendre, cette roche tendre, c'est un schiste noir. Tu vois que c'est extrêmement friable. Ouais, ça a l'air fragile au moins. Et en quoi ça joue le destin du Beaufortain? Eh bien, au-dessus de ce schiste peut se développer un important sol qu'on voit au-dessus de notre tête, là, avec les racines de la végétation qui pendent. Sur plusieurs dizaines de centimètres jusqu'à plusieurs mètres, on peut avoir un sol extrêmement fertile du fait de la richesse en éléments minéraux de ce schiste qui lui-même résiste très peu au gel et à l'érosion et donc va pouvoir donner cette minéralisation au sol. Et une roche tendre comme ça à cette altitude, c'est rare. Eh bien, on va aller voir ça dans le paysage si tu veux, juste en face. Alors explique-moi comment cette roche tendre est arrivée ici. Eh bien tu vois Raphaël, les Alpes résultent de la collision entre deux continents. Nous avons l'Italie d'une part, qui est rentrée au contact de la France. Mais au départ, entre l'Italie et la France, il y avait un océan. Et cet océan s'est rempli de sédiments. Cette grosse cuvette s'est remplie de quantités énormes de sédiments. Ces sédiments, les voilà. En face, dans le paysage, sont tous ces alpages et puis le rocher du Vent à 2400 mètres d'altitude. On est parti du fond de l'océan, on est arrivé à 2400 mètres d'altitude. C'est-à-dire que dans la collision de ces deux plaques, ces sédiments de fond marin ont été surélevés et arrivent aujourd'hui donc à cette altitude-là. Exactement. Et ils sont restés. C'est ça la chance du Beaufortain. Puisque plus loin, dans le Mont Blanc, ces sédiments ont disparu. C'est-à-dire que le Mont Blanc, lui, il est monté trop haut, trop vite éventuellement, et le sédiment n'a pas pu rester, cette roche tendre n'a pas pu rester, elle a été érodée, alors qu'ici, ça a pu être épargné par l'érosion. En effet, la chance du Beaufortain, c'est que des sédiments sont restés à peu près à plat, ils n'ont pas été érodés, posés sur des roches dures, qui n'ont pas monté très très haut. Et ça, c'est favorable à des terres fertiles, à un sol qui est riche. Exactement. Tiens, regarde, je t'ai ramené un échantillon de roches dures qui forme le socle du Mont Blanc, et celui qu'on a sous les pieds profondément dans le Beaufortain. Et au-dessus, cette roche friable et sédimentaire qui reste en surface, qui n'a pas été érodée. Exactement. Cette roche tendre de schiste noir se désagrège sous l'action du gel, du dégel, de la pluie, et permet de nourrir ce sol propice au développement des alpages. Pour vivre ici, l'homme a dû apprivoiser les dénivelés.
Des habitations aux activités, tout est dicté par les contraintes de la pente. Le hameau de Boudin, bordé par 2 couloirs d'avalanche, s'accroche à 1300 mètres d'altitude. Dans ce hameau, site protégé, j'ai donné rendez-vous à Martine Vialet-Détraz. Guide conférencière, elle est spécialiste des hautes vallées de la Savoie. Le village, il est organisé autour de cette pente, mais chaque maison individuellement, évidemment, elle est construite en fonction de la pente également. Ah oui, complètement. Là, vous avez un axe de desserte amont, aval pour la façade. Et ici, au lieu de porter, ce qu'on faisait jusque dans les années 70, la charge de foin sur le dos, 50, 60 kilos, eh bien on va entrer de plein pied et pouvoir la déposer, la ranger soigneusement à l'intérieur avec un ordre. Et c'est le volume grange à foin. On voit bien que cette partie a les bois très aérés pour finir de sécher le foin quand les conditions ne sont pas toujours celles du soleil d'aujourd'hui. Donc adapté à tout, on pense à tout, grosso modo. On utilise la pente pour ne pas avoir soi-même à monter le foin dans la grange. Et sur la partie plus habitée des maisons, c'est organisé comment ? Cette façade orientée plein ouest, parce qu'on fonctionne avec un versant, le versant qu'on vous a donné, et donc le soleil est là au couchant. On va l'utiliser pour l'homme, parce que ça va être un chauffage naturel. Si on veut travailler, on aura la lumière. Et puis même pour les animaux, on associe souvent les animaux à l'homme, peut-être même des fois en priorité, et on va les mettre eux aussi au soleil pour avoir les meilleures conditions possibles d'exposition. Ici en Beaufortain, l'homme a toujours habité dans le dur et sans cohabitation avec le bétail. Donc souvent les gens sont très fiers pour une bonne raison, c'est que tous les épicéas qu'on voit dans le paysage, ont servi à chauffer, à construire, et on avait ça sous la main. Et l'ensemble de ces maisons, c'est toujours fait avec intelligence et réflexion. Martine, entre la partie haute et la partie basse du village de Boudin, il y a quel dénivelé ? Environ 200 mètres, ce qui est énorme pour un village de, aujourd'hui, 80 âmes à peu près. Il y a eu sûrement plus d'habitats, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette partie haute avec cette ruelle qui est dans le sens des courbes de niveau. Et le reste du village, lui, il est construit directement sur la pente, il n'est pas sur ce petit aplat. Oui, là c'est fini les courbes de niveau, on va prendre la pente tout droit au contraire et on va s'implanter à droite et à gauche de cet axe central en évitant évidemment ce qui est dangereux, les couloirs d'avalanche ou les glissements de terrain, et ça va donner une toute autre allure. Le paradoxe c'est d'avoir un village qui a l'air complètement uni en fait, mais bon, ce village a la fâcheuse habitude de descendre progressivement vers le bas et on voit sur certaines façades que l'ensemble du village descend tout doucement. Peut-être qu'un jour il arrivera à Rèche, hein. Rèche, c'est le village qui est en dessous. Rèche, oui. Dans ces alpages, la terre est riche, mais ces prairies bénéficient d'un autre atout, des précipitations abondantes. Dans le Beaufortain, il tombe 2 fois plus d'eau que la moyenne nationale. Des précipitations qui permettent de former l'hiver une réserve d'eau pour le printemps. Indirectement, c'est la proximité du Mont Blanc qui permet l'irrigation de toutes ces montagnes. Le Beaufortain est en fait un énorme château d'eau, une eau que l'homme a toujours cherché à capter évidemment. Et pour comprendre et bien voir l'ampleur de l'ouvrage, on va prendre un petit peu de hauteur.
2800 mètres de long, 150 mètres de haut, le barrage EDF de Roseland a été mis en service en 1962. Pierre Blanchet est ingénieur en électricité. Bonjour Raphaël. Il a géré ce barrage pendant plus de 6 ans pour le plus important distributeur français. Un barrage qui a changé le destin du Beaufortain. Là, on avait un site exceptionnel. Dans ce paysage magnifique, on avait une cuvette glaciaire qui permettait de stocker 200 millions de mètres cubes et de les envoyer à 13 km de distance, 1200 mètres plus bas, jusqu'à l'Isère. Et là, on a conçu une salle des machines souterraines avec 6 turbines qui permettent de valoriser ce potentiel énergétique. Et cette eau, alors elle ne vient pas du Mont Blanc à proprement parler, mais si elle est là, c'est grâce au Mont Blanc. Alors oui, elle ne vient pas du Mont Blanc, contrairement à ce qu'on croit souvent, mais le Mont Blanc a un effet très positif, c'est qu'il arrête les nuages et qui permet au Beaufortain d'avoir une grosse quantité de neige chaque année. Et l'eau qui est remplie Roseland, c'est une eau de fonte annuelle, mais qui est favorisée bien sûr par les versants du Mont Blanc. Alors avant que l'eau n'arrive ici, il y avait des alpages. Et sous l'eau, là en dessous, il y avait des maisons. Évidemment, alors c'était une des difficultés du projet, bien sûr. 300 hectares noyés de beaux alpages, mais on était déjà dans une période d'exode rural, de difficultés pour le monde agricole. Et sous le fond de la retenue, on avait un petit village qui s'appelait Roseland, avec une quinzaine d'habitations, avec un hôtel. Bien sûr, ces personnes ont été expropriées pour un intérêt général, qui était l'intérêt de l'État à l'époque, puisqu'il s'agissait de construire un outil industriel pour rattraper le retard dû à la guerre. Néanmoins, pour le monde agricole, ça a été finalement un bénéfice. Sur le coup, ça a été bien sûr 300 hectares perdus, mais en même temps un bénéfice parce qu'on a su rebondir, le monde agricole a su rebondir sur cet événement-là, et grâce aux pistes qu'on a créées de partout dans les montagnes pour aller collecter les rivières, en fait, on a pu moderniser le monde agricole dans un paysage exceptionnel et naturel. On voit l'autre côté du barrage. De l'autre côté, on se rend compte de l'importance de l'ouvrage, qui est quand même l'ouvrage en béton en France le plus volumineux, qui comprend 940 000 mètres cubes de béton. C'est-à-dire que c'est l'ouvrage qui a consommé la plus grande quantité de béton en France. Oui, c'est toujours un record qui n'a pas été dépassé. L'esthétique en fait, ressort d'un concept qui était complexe, puisqu'il s'agissait de barrer une gorge. Il fallait donc élever le barrage au-dessus de ce massif rocheux qui revient sous nos pieds, ce qui a exigé de concevoir une architecture complexe et unique. C'est vrai qu'on réalise mieux la quantité de béton utilisée là. Et cette architecture ultra-moderne au milieu de la nature, est-ce que c'est pas perçu comme une verrue par les habitants ou les touristes? Il suffit de compter le nombre de cars qui montent pour venir visiter le site pour comprendre que c'est un élément déterminant du paysage du Beaufortain. Et quelque part, ce barrage, qui est un géant de béton, donc complètement artificiel, il a maintenu un paysage où on a l'impression que c'est un paysage entièrement naturel. C'est un peu le paradoxe de cet ouvrage. Et c'est aussi un barrage qui a quelque part conditionné, a eu une action sur l'activité de tout le Beaufortain. Grâce au barrage, la région a finalement pris un nouvel essor économique. En 1961, privés de leurs terres noyées, 150 producteurs de lait décident d'investir leurs indemnités dans une coopérative laitière. Elle est aujourd'hui le premier employeur du Beaufortain et produit 4800 tonnes de Beaufort chaque année. Pierre Laurent, ingénieur en industrie laitière, en est le directeur. 2 fois par jour, le lait arrive à la coopérative. 45 minutes après, la traite dans les alpages. Et donc c'est le lait cru qu'on a ici dans les cubes. Hein. Il est brassé, Voilà, il est brassé, il va être chauffé.
Alors le Beaufort, c'est une pâte pressée cuite. Donc ça veut dire que c'est un fromage qui va être cuit et on est dans cette étape de la cuisson. Donc tu vois là, ici, on a en fait le lait qui s'est transformé en caillé et qui ensuite a été découpé en petits grains. Donc on a ces grains de caillé aujourd'hui dans la cuve qui sont en train d'être chauffés pour être bien vidés de leur eau. Et comme ça, le Beaufort pourra toute de longs mois. Donc dans un premier temps, donc elle est cuite et brassée ici. Voilà, et tout à ensuite, fait. elle est mise sous presse. Alors elle va être pressée pendant toute la journée. On va venir retourner le fromage tout au long de la journée. Elle est pressée jusqu'à demain matin. Ensuite, elle descend en cave d'affinage. Bon, elle va être affinée après pendant 5 mois. Elle va d'abord être saumurée, plongée dans un bain de sel pour lui apporter un salage de surface. Et ensuite, ça va être le travail de nos cavistes affineurs qui vont saler le fromage en surface. Comme on est dans des caves humides et fraîches, le sel va fondre. On va frotter la surface du fromage et on va recommencer les mêmes soins sur l'autre face. Et on peut les voir dans la cave. Eh ben, on va aller voir tout ça dans les caves d'affinage, pas de problème. Il y a comme une odeur quand même. Ah oui, c'est vrai que ça sent l'ammoniac ici en cave. Hein. En fait, tu vois, c'est l'affinage des fromages qui va produire de l'ammoniac, naturellement. Vas-y, si tu veux aller par là. Et tu vois, sur notre meule ici, alors ça c'est une meule qui a été fabriquée l'année dernière, le 25 octobre, on est capable complètement de retrouver l'origine du lait et d'avoir des goûts différents selon les meules et selon les origines des alpages. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que l'activité de la coopérative a un impact fort sur le paysage du Beaufortain? L'activité de la coopérative et l'entretien de l'espace sont complètement liés, si tu veux. Nos producteurs qui se sont regroupés par leur activité agricole, par la pâture, par la fauche, vont contribuer complètement à l'entretien de l'espace. S'il n'y avait pas cette activité agricole aujourd'hui, le milieu serait complètement fermé. Jusqu'à 2000-2100 mètres d'altitude, on aurait un espace complètement boisé, il n'y aurait pas de col, il n'y aurait pas de point de vue sur les paysages. L'agriculture modifie le paysage, les plantes qui poussent là-haut, et les plantes elles-mêmes vont avoir une incidence évidemment sur le goût du fromage. Complètement, tu as raison. Hein. On voit que là-haut dans nos cuves, on a des laits qui viennent de différentes origines, de différents alpages, et on va retrouver cette différence de qualité, de goût entre les cuves. Donc si tu veux, par exemple, on va goûter ce fromage-là. Ah bah oui, je veux, oui. Voilà, toi, c'est un fromage qui a 10 mois d'affinage. Donc de l'été dernier. De l'été dernier, qui a été produit en alpage. Et donc tu vois, si on tire la sonde, on voit déjà une pâte qui est beaucoup plus colorée que l'hiver, parce que mangent les vaches. Les pigments colorés qui sont dans les fleurs et dans l'herbe vont se retrouver dans la pâte du fromage. Tiens, si tu veux goûter. Alors le goût, effectivement, il est riche. Est-ce que toi, tu arrives à déceler un petit peu les plantes ou familles de plantes qui ont pu être mangées par les vaches du coup? Parce que ça a une incidence, on l'a dit. Ça a complètement une incidence. C'est vrai que selon que ton troupeau va pâturer des pelouses alpines qu'on appelle grasses, qui sont par exemple dans des zones humides ou des pelouses sèches, on ne va pas avoir du tout la même composition physique du lait et ça va se retrouver forcément dans le fromage derrière. La diversité des saveurs du Beaufort se retrouve aussi dans la cuisine savoyarde. Particulièrement riche, elle est adaptée à la vie rude des montagnards. Alors j'ai maintenant rendez-vous avec Benoît Chauchet qui est cuisinier depuis 12 ans et qui a une habitude, mettre le paysage du Beaufortain dans ses plats. Bonjour Benoît. Bonjour. Quelle recette alors aujourd'hui? Alors nous allons réaliser un soufflé au Beaufort, bien sûr, avec le fromage local. Alors le soufflé, il faut qu'il y ait quoi dedans Benoît? Du beurre, du lait, de la farine pour réaliser une béchamel. Ensuite des jaunes d'œufs et puis le Beaufort râpé. Donc maintenant on n'a plus qu'à mettre au four. Voilà, c'est ça. Je t'en prie. Donc là nous allons le faire cuire pendant environ 12 minutes à 180. L'accompagnement. Un petit mesclin avec de l'huile de sapin que je vais ramasser dans les environs, Ouais. au-dessus de boudin d'ailleurs. D'accord. Nos soufflés sont cuits. Et sont montés. Voilà, c'est bien monté. Et voilà. L'érosion a fait son œuvre, le Voilà, soufflé ouais, est redescendu c'est- un petit peu. Mais normalement ça devrait pas changer le goût. Alors on goûte. Eh ben, allons-y.
Alors comme ça a été très bien chemisé, ça n'accroche pas. Voilà, c'est vrai. Hein. C'est vrai, c'est bien. Alors, Ah bah. verdict? Là, on part avec les vaches dans les alpages, c'est clair. Si la chance du Beaufortain est de disposer d'alpages d'altitude, ce sont les hommes et leurs vaches tarines qui font fructifier ce trésor. D'ailleurs, dans ces montagnes, on compte 4000 habitants pour 4000 vaches. Je retrouve Nicolas Baucher, éleveur, sur ces terres. Faire attention, pas m'électrocuter. Dis donc, elles n'ont pas l'air farouches tes vaches, hein? Non, ce sont des bêtes assez dociles. Ah oui, quand on dit qu'elles sont pas farouches, elles sont Ah, pas elles farouches. sont- elles aiment bien les caresses. Hein. Et ça, c'est des vaches spéciales Beaufort? Oui, sachant que sur le décret Beaufort, on a deux races aujourd'hui locales, la race Tarine Celle-ci? et la race Abondance, qui sont autorisées pour la fabrication du Beaufort. Donc ça, c'est un décret, c'est une loi qui était passée comme ça. Alors, caractéristiques de l'espèce, la jambe fine et les ongles faits. C'est Les pour ongles aller dans la faits, montagne? voilà, on peut appeler ça les ongles faits. Disons que la race Tarine a un sabot noir, donc qui est une corne dure, et qui est vraiment un chamois au niveau de la montagne, quoi, qui peut aller dans des pentes assez fortes, des gravités, etc. Et qui est rarement blessé au niveau de sa corne, quoi. Et ça veut dire que toi, tu passes tes étés à suivre tes vaches dans les alpages? On suit les vaches, disons qu'on part de la vallée qui est située à 700 mètres d'altitude, et on monte tout doucement, donc c'est-à-dire par étapes. Le troupeau suit l'herbe, nous suivons le troupeau avec la traite et tout ce qui va avec. Et c'est ça qui va faire de ce paysage ce qu'il est aujourd'hui? Bah, c'est vraiment oui, on nous dit un peu les jardiniers de cette nature. Bon, j'aime pas trop ce terme-là, mais voilà, on l'a toujours fait. Il est vrai qu'aujourd'hui, si on ne faisait pas ce travail-là, on aurait peut-être une autre végétation ou autre, quoi. Mais bon, il faut le dire, c'est la vie d'alpagiste pour un produit qui est le Beaufort. Donc si on n'avait pas cette fabrication, ce fromage aujourd'hui, voilà, ce serait peut-être différent, c'est tout. Alors, c'est pas moi le patron, mais il va peut-être être l'heure de s'occuper des demoiselles. On va non? aller tout de suite à la traite, hein, c'est l'heure. D'accord. Bah, je te laisse me montrer On va aller voir la le salle de chemin. traite, voilà. Et puis comment on fait, surtout parce que c'est pas que je sois un ténor de la traite des vaches. Bon Nicolas, je crois que tu as un truc à m'apprendre. Il n'y a pas de souci, Raphaël. On va y aller. Eh ben allez, on va y aller. Voilà. Donc la traite, donc préparation de la bête. Voilà, Ouais. donc voilà, ça. Donc c'est une paille de bois, vraiment. Voilà. Et je lui Donc, nettoie les pieds, c'est Voilà, ça l'idée? tu nettoies les pieds, les quatre, voilà. Ah, mais ils vont être propres. Voilà, ils vont être propres. Voilà. Ensuite, on fait sortir, donc ça, tu peux le balancer par terre, hein, c'est Ouais. biodégradable. Voilà, donc fais sortir la goutte de lait. Et ben voilà, professionnel en plus de ça. Attends, Voilà. celui-là Ah. c'est bon. Celui-là, il veut pas venir. Ah bah non, elle est docile, hein. J'arrive pas sur les Les autres. dossiers, non, mais ça va aller Montre-moi. faire, regarde, je vais reprendre. Voilà. Voilà. Ok, ok. Et c'est parti. Ici, plus qu'ailleurs, se fondent le regard et le cœur, disait Boris Vian de ces paysages si singuliers du Beaufortain. Ils sont nés d'une alchimie réussie mêlant géologie, géographie et présence humaine.